Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la réalisation de costumes et d'accessoires en impression 3D. Au cours des divers épisodes, je vous expliquerai les techniques et je vous donnerai mes astuces qui vous permettront de passer de ça à ça. Visez la rebelle! Bienvenue dans l'épisode 5 qui sera lui aussi consacré à la peinture. Dans l'épisode précédent, nous en étions arrêtés à une pièce qui était peinte de façon unie, donc cette pièce-là, comme ça. Aujourd'hui, on va aller plus loin dans les détails, on va s'occuper du marquage avec l'ajout de couleurs différentes, avec des techniques de masquage qu'on fera à la bombe et à l'aérographe, voire éventuellement au pinceau, c'est faisable, pour obtenir des pièces qui vont ressembler à ça. Alors on va travailler sur la partie avant-bras qu'on avait commencé la dernière fois. Cet épisode a pour base l'épisode précédent qui était l'épisode 4 dans lequel on avait apporté pas mal de théories sur la peinture, où j'avais expliqué comment choisir ses peintures, ses apprêts et comment faire les superpositions de peinture, donc le choix des gammes de peinture pour faire les superpositions. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous n'avez pas des bases solides sur la peinture, je vous conseille vivement de voir l'épisode 4 avant de visualiser cet épisode là, parce qu'il va falloir réutiliser énormément d'apports qui avaient été donnés dans l'épisode précédent pour s'assurer que la peinture tienne correctement, qu'on n'ait pas d'erreur et qu'on n'ait pas de problème d'adhérence ou de problème de décollement de peinture au moment où on va faire nos superpositions et où on va décoller nos scotch de masquage. Donc on passe tout de suite au concret. Je ne refais pas la liste du matériel dont on avait besoin parce que ça va être exactement la même chose que dans l'épisode précédent. Donc nous voici après 48 heures de séchage, donc la pièce est terminée. La petite poussière que j'avais là a disparu, j'ai pu la faire partir au doigt. Une fois que c'était sec, elle est tombée toute seule, donc j'ai même pas eu besoin du bistouri. Donc maintenant il va falloir qu'on fasse les marquages parce que l'avant-bras gauche sur mon Short Trooper va avoir deux bandes, une grande bande bleue qui va venir sur la partie arrière et puis juste en avant de cette bande bleue, une bande jaune. Alors, comment je vais procéder? Alors, en masquage, je ne suis pas un des plus doués. Par contre, j'ai des petits conseils que je peux vous donner. C'est que déjà, je vais procéder en fonction de ma peinture. Parce que comme pour le primeur qui doit correspondre à la peinture qu'on va utiliser pour pas qu'il y ait de problème d'incompatibilité des solvants, il va falloir faire la même chose avec les parties qu'on va masquer et qu'on va peindre. Donc première chose, c'est que c'est pareil pour les peintures comme pour ce que j'ai expliqué pour le primeur. Il va falloir que votre primeur, enfin votre peinture du dessous, résiste à la pose de la peinture du dessus. Donc ça, il faut bien y réfléchir avant même de passer la première couche, même celle de primeur. Il va bien falloir réfléchir dans quel ordre on va poser les peintures, parce que certaines peintures ne sont pas forcément compatibles entre elles, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mettre l'une sur l'autre. Je vous cite l'exemple. Moi, pour peindre, donc j'ai utilisé une marque de peinture qui est vendue dans les carrosseries auto, et j'utiliserai donc ce bleu-là, qui est dans la même marque. Alors, je ne peux pas les citer pour les besoins du film, mais qui est dans la même marque que mon apprêt, que mon mastic et que ma peinture couleur sable. Donc ça, je vais pouvoir l'appliquer directement dessus sans réfléchir. Je peux passer dessus, ça ne sera pas incompatible, il suffira que je respecte mes temps de séchage et j'ai pas de problème. En revanche, pour le jaune, je ne vais pas utiliser de la bombe, je vais utiliser ça. Donc ça, c'est de la peinture, acrylique polyuréthane que je vais appliquer avec un aérographe. Et cette peinture-là, elle a un gros problème avec l'autre peinture. Elle n'est pas compatible. Je peux appliquer ma peinture jaune sur cette peinture-là, ou évidemment sur la bleue ou sur l'après, sans problème. Parce que le solvant de celle-ci va être moins fort que le solvant de cette peinture-là. Donc ça ne va pas poser problème, je vais pouvoir la poser dessus. Elle va correctement tenir. Je vais avoir besoin d'un gros temps de séchage parce que celle-ci, elle met longtemps à sécher, mais ce n'est pas un problème. Je pourrais la poser dessus sans problème. En revanche, je ne peux pas faire l'inverse. Et c'est ça qui va décider dans quel ordre je vais faire la peinture pour mes masquages. C'est que celle-ci, si je la pose, je peux poser de la peinture acrylique ou de la peinture de cette même marque, donc acrylique polyuréthane dessus. Donc à base de solvant, c'est à base d'eau. Et moi j'utilise parfois un tout petit peu d'éthanol pour accélérer le séchage quand je le fais à l'aérographe pour éviter les coulures
sous les masquages. Par contre, si je viens poser cette peinture-là sur celle-ci, elle va faire un effet peau d'orange. C'est-à-dire que le solvant contenu dans ma peinture bleue va venir non pas diluer, mais étendre ma peinture sans la liquéfier. Ce qui va faire un aspect tout fripé de peau d'orange. Elle va se décoller de la peinture et puis alors là c'est foutu, hein. Il faut que je recommence, donc il va falloir que je reponce. Donc c'est ça qui va décider dans quel ordre je fais mon masquage, dans quel ordre je vais faire mes couches de peinture. De la même façon, si vous avez 7, 8, 9, 10 couches de peinture à faire, toujours bien penser. Alors parfois c'est gênant parce que là si j'avais réfléchi en termes de couleur, j'aurais d'abord fait toute ma zone en jaune. Puis par-dessus, j'aurais remasqué une partie du jaune pour faire le bleu par-dessus, puisque le bleu est plus foncé, donc va avoir tendance à beaucoup plus couvrir le jaune. Là, il va falloir que j'applique le jaune après le bleu. Comment je décide de faire mon marquage? Je vais avoir deux solutions. Soit je fais une bande propre bleue ici, et ensuite je viens faire une bande jaune ici. Le seul souci, c'est que je risque d'avoir des soucis de chevauchement, et comme je vous ai dit, je ne suis pas des plus doués pour poser les scotch de masquage. Donc mes derniers essais, ce que j'avais sur l'épaulette ici, par exemple, ça ne se voit pas parce que j'ai repassé un tout petit coup de ponçage parce qu'il a fallu que je fasse des grosses couches de peinture. Donc j'ai eu la possibilité de passer du ponçage 2000 dessus pour virer la chose. Mais j'avais des petites zones de chevauchement avec une peinture un tout petit peu plus épaisse. Et ça fait pas très propre. Et je n'étais pas... alors visuellement ça se voit pas, mais je n'étais pas satisfait du résultat au toucher, sachant qu'après ça risque de poser des problèmes quand je vais faire mon weathering, parce que la partie salissure volontaire du weathering risque de s'incruster plus fortement sur cette ligne, et donc risque de remarquer ma ligne, chose que je n'avais pas visuellement comme ça, risque de réapparaître au weathering. Donc là, l'option pour laquelle je vais opter, c'est que je vais peindre toute ma zone en bleu pour avoir tout mon bleu, et seulement ensuite je remarquerai le jaune par-dessus. Et le jaune, en fait, cette peinture-là, je vais l'appliquer à l'aérographe. Je vais pouvoir l'appliquer en très fine couche, et si jamais elle est quand même vraiment couvrante, j'ai déjà fait le test en fait sur une partie d'armure test, elle couvre suffisamment le bleu, donc je vais passer plusieurs fines couches pour couvrir le bleu, et j'aurai pas cet aspect de petite ligne de chevauchement. Pour le masquage, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin alors de nos peintures, évidemment. Alors soit bombe, soit aérographe comme je vais le faire, je vous présenterai les deux. On va avoir besoin de scotch de marquage. Alors il existe plusieurs scotch de marquage, on ne prend pas n'importe quoi. On ne prend pas du scotch de marquage pour faire de la peinture murale. Ça peut servir, moi je m'en sers un petit peu, ce type de scotch là. C'est vraiment fait pour de la peinture murale. Je vais m'en servir pour couvrir des larges zones. Mais mes zones de délimitation, je vais le faire avec du scotch de marquage qui est très fin. Ça, c'est du scotch de marquage pour maquette. Il en existe plusieurs marques. Celle-ci est très bien, me convient bien. C'est une sorte de scotch, vraiment scotch de marquage avec fibre de papier dedans. Donc le défaut, c'est qu'il est très rigide. Il n'est pas flexible. Celui-là, je l'adore pour faire des belles lignes droites. C'est parfait. Mais à partir du moment où on ne va pas peindre sur une surface droite et qu'il va falloir faire des courbes, ça ne va pas fonctionner. Donc j'utilise pour ça ce type de scotch. Alors ça c'est une marque très connue qui le fait, ils font plein de trucs, je ne peux pas la citer non plus. C'est un scotch qui ressemble au scotch d'électricien en fait. C'est un scotch d'aspect plastique. Le gros avantage c'est qu'il est étirable. Alors forcément si je tire trop dessus il casse, mais l'avantage c'est que je vais pouvoir le courber, je vais pouvoir faire des courbes avec. Donc je vais pouvoir dessiner les contours, ce dont j'ai besoin. Donc globalement, je vais utiliser ce scotch-là pour faire le masquage de ma zone, de ma limite. Et par derrière, je vais utiliser celui-ci qui est un peu plus large pour venir border par-dessus. Donc sans toucher ma limite évidemment, parce que ma limite, si elle est un peu courbe, il va falloir que j'ai une belle courbe harmonieuse, pas des espèces de petits angles droits de bouts de scotch rafistolés. Et ensuite, pour tout ce qui sera derrière à masquer, ça sera plus parlant quand je vais le montrer en vidéo, je vais utiliser du gros scotch de marquage classique. Lui, il n'a pas besoin d'adhérer beaucoup à la peinture. Il a juste besoin en fait d'être jointif pour pas que la peinture, quand elle va être projetée, ça faut faire bien attention, elle vienne se glisser sous le scotch de marquage. Donc c'est pareil, quand on pose un scotch de marquage, il faut faire bien attention à ce que la pièce soit propre,
Alors normalement elle n'est pas graissée puisqu'on avait utilisé des gants jusque maintenant. Là je viens de me laver les mains, c'est pour ça que je me suis permis de toucher la pièce. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà masquée en fait. J'ai un peu triché, j'en ai déjà masqué une autre. Et celle-ci je vais la masquer, donc il n'y a pas de problème. L'important avant de poser le scotch de marquage, pensez vraiment, cette peinture là, elle a séché 24 heures. J'ai déjà fait le test. Comme elle est un peu poudreuse, elle a tendance à pas bien adhérer sur le scotch. Donc clairement, c'est pas un vrai problème. Au bout de 24 heures, je me permets de la poser dessus. Sur cette pièce-là, j'ai attendu 72 heures. Pourquoi? Parce que sur cette pièce-là, c'est de la peinture qui a une finition brillante, qui n'a pas cet aspect poudré. Le scotch va avoir tendance à énormément adhérer dessus. Donc il suffit que la peinture en profondeur ne soit pas correctement terminée, d'être sèche, de ne plus avoir de solvant dedans. Ce scotch de marquage, il est puissant, il adhère vraiment bien. L'avantage, c'est que je sais qu'il ne va pas se décoller, je ne vais pas avoir de peinture qui va se glisser en dessous. Le gros problème, c'est que si je le décolle sur une peinture qui n'est pas correctement séchée, je vais décoller ma peinture avec. Donc faites attention avec ça. Cette étape aussi, elle est critique. Bon, je le répète à chaque fois, mais cette étape aussi, elle est un peu critique parce que si jamais vous venez décoller votre scotch de marquage, que vous arrachez toute la peinture qui est en dessous, idem, il faut recommencer. Donc bien attention à ça, temps de séchage. Je le répète assez souvent, on n'essaye pas de gagner du temps en grugeant sur les temps de séchage, sur les temps de durcissement, sur les temps de curage sur la résine. On conserve ces temps-là, on respecte ces temps-là et ça nous évite plein de problèmes par la suite. Donc nous voilà pour le masquage de notre pièce. Donc celle-ci, je l'ai déjà masquée en fait. Parce que c'est beaucoup plus compliqué, ça prend beaucoup trop de temps, je voulais pas le mettre en vidéo. En fait, je suis obligé de la masquer à l'intérieur de ce creux-là. Donc ma CRL m'impose en fait que la partie colorée va commencer juste au-dessus du 5e renfoncement sur cette pièce. Donc je l'ai déjà mise. Les angles, je les ai bien appuyés au stylo comme ça, avec quelque chose qui a un angle. Tout est bien parfaitement bordant, je n'ai pas de scotch qui se décolle. Et en fait, dans les petits sillons, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comblé le sillon avant de poser mon scotch de marquage avec un tout petit bout de papier en tissu sopalin que j'humidifierai donc dans le sillon ici, le petit bout de sopalin, je déposerai une goutte d'eau ici, le papier va s'humidifier, la peinture ne viendra pas coller dessus. Il faut que ce creux soit comblé. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que le scotch de masquage fait un petit pont. En pulvérisant, la peinture va s'infiltrer dessous, va rentrer dessous. Et donc, j'aurai ma ligne bien délimitée en bleu ici. Et puis, j'aurai du bleu qui va venir se prolonger dans les sillons. Et c'est ça, je ne le veux absolument pas. Donc, dedans, un tout petit bout de papier sopalin humidifié, roulé en boule, vraiment au diamètre du sillon. Bourré dans le sillon et par-dessus le scotch et ensuite avec la pointe de mon bistouri, je suis venu le réécraser bien pour qu'il vienne en limite du scotch. Alors là c'est pareil, il va y avoir beaucoup de weathering sur la pièce, donc si j'ai un micro décalage ici dans le fond du sillon, c'est absolument pas important. Le fond des sillons sera de toute façon ressali après le vernissage. Alors, pour faire mon masquage, je vais assembler mes pièces. C'est pour ça qu'elle est déjà un peu rayée ici, mais c'est pas grave, c'est une partie qui ne se voit pas. Parce que l'assemblage sans le vernis, c'est pas idéal. Et j'ai déjà posé mes fixations dont je vous parlerai dans l'épisode bonus en fait. Et donc forcément, les fixations ont tendance malheureusement à venir un petit peu rayées quand on emboîte, mais ça se voit pas, c'est caché en dessous. Donc voilà pourquoi j'avais déjà masqué, c'est que ça me permet d'avoir la bonne hauteur. Donc là pour masquer, je vais déjà commencer par tracer mon repère, puisque la couleur doit faire tout le tour du brassard. Donc mon repère sur la pièce en face, je vais le marquer ici, du côté où je vais peindre. Comme ça, en fait, le petit point que j'ai fait, ça ne gênera pas, il va être peint. Je vais faire la même chose ici. Je me mets juste à la limite. Alors ça, prenez un crayon de papier sinon. Moi c'est un stylo spécial, il est fait pour marquer sur les surfaces mouillées, sur l'eau, sur la peinture. Mais si crayon de papier ça fonctionne très bien, en plus ça peut se gommer sur de la peinture comme ça. Je vais utiliser mon petit scotch de marquage bleu très fin. Donc là je peux le redémonter puisque je sais que de toute façon je vais devoir être horizontal par rapport à ma pièce. Donc j'ai l'avantage sur cette pièce, si je me mets là je vais prendre parallèlement en fait à cette ligne là. Je vais le faire à l'œil, je vais pas mesurer au millimètre près, mais j'aurai juste à être parallèle.
Parfois, c'est un peu plus compliqué parce qu'on va être obligé de prendre des mesures sur des pièces qui sont déformées. Si par exemple j'avais deux côtés qui étaient incurvés comme ça, là il aurait fallu que je prenne des mesures et j'aurais fait des lignes de points en fait. Et après avec mon scotch, j'aurais ajusté à l'œil pour faire une courbe harmonieuse. Donc l'objectif c'est de masquer juste en dessous des deux points que j'ai fait. Alors je vais le mettre comme ça sinon on va pas voir. Donc ce que je fais c'est que je prends une grande bande de scotch de masquage et là je vais peut-être avoir besoin. Donc là je suis pas tout à fait sous le point. Donc voilà, je vais avoir besoin de le décoller plusieurs fois. C'est pour ça qu'il faut un scotch de très bonne qualité. Parce que le problème c'est que certains scotch de masquage de mauvaise qualité vont avoir tendance à bien coller la première fois et puis après la deuxième fois bah, c'est plus la peine, c'est foutu, il ne recolle plus. Donc là je le tends bien pour qu'il épouse la courbe et c'est pour ça que je vous disais qu'il me fallait un scotch déformable parce que là du coup ma pièce est légèrement conique. Donc si je ne fais pas correctement ça, je me retrouve avec un scotch qui va faire de tout petits ponts à certains endroits et là la peinture risque de s'infiltrer en dessous et puis j'aurai pas une belle ligne et j'aurai quelque chose d'assez sale avec des crans. Donc voilà, je me suis mis tout juste en limite. Je coupe mon scotch. Là je vais le retendre bien correctement dans le creux ici parce que cette partie là se voit légèrement. Alors c'est pas grave mais je suis assez soucieux du détail. Je veux vraiment que ça soit quelque chose de quasi parfait. Donc voilà, mon scotch est posé. Et avant d'aller peindre, enfin avant de poser la suite déjà, parce que là je vais pas peindre comme ça, sinon je vais juste faire une ligne. Je vais remonter ma pièce. Et je vérifie, voilà, que je suis parfaitement aligné. Donc là je suis vraiment parfaitement aligné. Alors bon, ça paraît facile, j'ai un peu l'habitude, j'ai déjà fait une armure complète. J'ai fait plusieurs blasters, donc à force j'ai l'habitude, je sais quand ça va pas aller sur le scotch. Mais là j'ai une ligne parfaite, donc il me reste juste à couvrir cette partie là, ça va être très très rapide. Donc je vais avoir besoin de mon petit scotch de marquage, je ne sais pas ce que j'en ai fait, et ben c'est pas grave, on va passer directement avec le gros. Alors parfois on a besoin d'un plus petit scotch, ça va permettre de suivre une courbe, là je vais faire sans. Je ne sais pas où je l'ai perdu. C'est l'avantage de ne pas avoir de tête quand on bricole. Donc là, en fait, je vais quand même vous montrer. L'objectif, c'est que cette partie-là va être peinte. Cette partie-là doit être couverte pour rester couleur beige. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir poser mon scotch par-dessus en chevauchant légèrement, mais en laissant toujours une distance à la limite sur la partie qui doit être peinte. Comme ça, c'est vraiment le premier scotch de masquage que j'ai mis qui va servir de délimitation. Alors là, je peux couper un peu au grand. Hop. De toute façon, je vais le replier sur l'intérieur pour être sûr qu'il ne se décolle pas, parce que ça serait vraiment catastrophique que le scotch se décolle. Et vous voyez, là, le fait que la pièce soit incurvée, en fait, je suis quasiment à la limite, alors que là, j'ai presque 5 mm. C'est pour ça que c'est extrêmement important quand on veut faire un masquage correct, que la partie qui va délimiter la zone à peindre, soit faite avec un scotch qui soit souple et qui nous permette de bien épouser les courbes de la pièce. Donc là c'est très simple, je couvre juste ma pièce pour que la partie du bas, enfin la partie du bas de l'avant-bras ne soit pas peinte. Alors là vous faites extrêmement attention quand il y a des choses comme ça, de bien passer dans le sillon en fait. Alors là, je ne le colle pas volontairement parce que je vais remettre un scotch ici. Par contre, là, vous faites bien attention que ça soit extrêmement bien collé. Parce que s'il y a un tout petit pont qui se forme, la peinture va très très facilement se glisser en dessous. Je vous le dis, je me suis fait avoir la première fois. Je me suis dit, ah c'est pas grave, il n'y a même pas un tiers de millimètre, ça ne bougera pas. La peinture a quand même parcouru presque 2 cm sous ce petit pont. Je me suis retrouvé bien embêté après quand il a fallu. Alors j'ai pas poncé toute la pièce. J'ai repompassé au papier de verre 2000 dans un sillon
tout doucement pour pas trop abîmer la peinture, mais j'avoue que j'ai eu une petite sueur en me disant zut, j'ai loupé ma pièce pour vraiment des bêtises. Donc même chose ici, on fait bien attention pour vraiment des bêtises et c'est vraiment dommage de devoir recommencer une pièce complète juste parce qu'on n'a pas fait attention de bien coller son scotch. Je replie bien vers l'intérieur. Et je m'assure qu'il y a une partie qui soit un peu collée à l'intérieur, que le scotch ne vienne pas se décoller pendant la peinture et vienne toucher la peinture. Donc cette pièce-là est correctement couverte. Alors là, ça va être un peu plus compliqué pour celle-ci, parce qu'il va falloir que je la masque aussi dans le creux. Avec un scotch souple. Parce que si je viens poser du scotch rigide comme ça par-dessus, ça va pas du tout aller. Donc même chose. J'appuie bien sur mes sillons avec soit un stylo, soit une pointe fine. Et je m'assure que ça soit vraiment bien collé. Après, je m'en fous que ça soit propre derrière. L'objectif, c'est juste que cette partie creuse soit bien couverte. Là aussi, je fais attention, il n'y ait pas de pont qui se forme dans les angles. Voilà. Là, attention, j'ai un petit pont aussi, donc je m'arrange pour qu'il soit bien collé. Il faut vraiment, quitte à revérifier 2-3 fois, hein, assurez-vous que le masquage est bien collé. Et puis après, bah là, sur la partie plus haute, je peux y aller tranquillement avec mon scotch standard. Je le laisse dépasser un tout petit peu volontairement. En fait, là, je viens recouvrir l'autre partie, mais je sais que ce scotch-là, je n'arriverai pas à le mettre parfaitement dans le trou en dessous. Et le problème, c'est que ça va faire un tunnel sous lequel la peinture va pouvoir se glisser. C'est pour ça que j'avais remis une deuxième ligne de masquage avec le scotch souple. Et même chose que l'autre, je viens couvrir toute la fin, toute la partie que je ne désire pas colorer. Et pareil, à chaque fois, on vérifie bien qu'on n'a pas de tunnel qui se crée sous les angles. Et puis évidemment, une fois que le masquage sera terminé, je vais aller peindre. Donc la peinture, ça va être très simple, hein, on va le faire en accéléré. Et puis comme toutes les étapes de peinture, malheureusement, c'est pour ça aussi qu'il y a un peu d'écart entre cette vidéo et les précédentes. C'est que comme à chaque étape, j'ai 24-48 heures d'attente pour les séchages, ça retarde énormément le tournage et puis le montage de la vidéo. Mais c'est pas grave, après les vidéos seront en ligne à durée indéterminée. Donc vous aurez tout le temps de regarder toutes les étapes et même de revenir en arrière s'il faut. Alors là, à l'intérieur, je suis un peu limite. Donc c'est pareil, il faudrait pas que ça se voit que j'ai peint l'intérieur. Ça serait vraiment très dommage. Donc je vais masquer aussi la première zone intérieure. Et évidemment, j'ai fait le cochon et c'est pas jointif. Donc par sécurité, ça me paraît pas trop mal, mais par sécurité, j'en remets un qui est chevauchant. On va éviter, faut pas hésiter à mettre plusieurs couches si jamais on a un doute qu'il y a un tunnel qui se forme. C'est dommage de tout recommencer. Et là, je suis pas très bon sur cette zone-là.
Donc là je l'appuie bien. Hop, hop. Et donc là ça s'est déchiré dans l'angle. C'est pour ça que j'avais mis le scotch souple avant, justement pour couvrir l'angle où je savais que ça se déchirait. Et là je suis parfaitement recouvrant partout. Donc voilà, mes deux pièces sont correctement masquées. Donc on est prêt pour la partie peinture bleue. Donc comme je vous expliquais, peinture bleue, pourquoi? Parce que c'est celle qui est compatible avec celle-ci et que par-dessus la jaune, je ne pourrai plus mettre de peinture en bombe à base de solvant type acétone. Donc nous revoilà dans la salle de peinture. J'ai suspendu mes deux pièces qui sont prêtes à être peintes. J'ai bien agité ma bombe de peinture, c'est ma peinture bleue. La petite technique, c'est qu'avant, je l'ai trempée dans l'eau chaude. Alors, quand je dis chaude, faut pas la mettre dans l'eau brûlante. Je la mets dans de l'eau qui est à 45 degrés. Je le mesure avec un thermomètre infrarouge, c'est de l'eau à 45 degrés. Je la laisse pendant 2 minutes. L'objectif, c'est de faire monter un petit peu en température la bombe de peinture. Ça va augmenter un petit peu la pression de pulvérisation, parce que là, il va falloir que je fasse des couches très fines. Ça va permettre de faire des gouttelettes un tout petit peu plus fines. Et ça va permettre à la peinture d'adhérer et de sécher un petit peu en l'air plus facilement. Donc ça va me faciliter le dépôt de peinture en couches très très fines. Surtout, on ne chauffe pas une bombe comme ça au micro-ondes évidemment, mais on ne la chauffe pas à plus de 40 degrés. Donc là, si je mesure, voilà, je suis à 36,7 degrés sur ma bombe sur plusieurs mesures. Alors là, j'ai mesuré mon doigt évidemment. 36,7, 36,3. Je suis aux alentours de 36 sur la bombe. Je sens elle est légèrement tiède. Ça va être très bien pour pouvoir appliquer de fines couches. Je referai ça sur la deuxième couche. J'agite un petit peu et puis après je vais faire ma peinture la partie bleue. Alors cette fois-ci en prenant soin d'orienter ma bombe avec un angle qui n'est pas perpendiculaire à ma peinture. Je vais l'orienter comme ça pour la simple et bonne raison, c'est que je veux éviter l'accumulation de peinture le long de ma bande de scotch. Je vous ferai une petite illustration, mais si jamais la peinture vient s'accumuler le long de la bande de scotch, ça va faire une marchette qui va monter par-dessus. Deux effets à ça. C'est que déjà quand vous allez décoller votre scotch, vous allez avoir une petite ligne, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce qui m'avait déplu sur mes lignes noires sur mon épaulette. C'est que ça fait une petite marchette qui se sent au doigt, qui va poser problème pendant le weathering, parce qu'elle va venir accumuler les salissures volontaires du weathering, donc ça risque de ressortir trop, et ça va être gênant. Deuxième chose, c'est que si ça fait vraiment une marchette sur le scotch, quand vous allez devoir décoller votre scotch de marquage, ça risque de craquer. Plutôt que de décoller le scotch tout seul le long d'une bande de peinture, vous risquez de craquer et de décoller la peinture, vous n'aurez pas une belle ligne bien droite, vous aurez un truc un petit peu crampé, ça sera pas beau du tout visuellement. Donc, je vais pulvériser de cette façon-là pour que j'ai le moins d'accumulation possible de peinture le long du scotch. Et en très fine couche, donc là je suis capable de faire 5 ou 6 couches pour une chose comme ça. Là je sais pas, j'avoue que ce bleu-là je l'utilise pas beaucoup. J'ai fait un test une fois, je vais voir comment il couvre. Mais s'il faut faire 6 couches, je ferai 6 couches. Et tant pis. C'est toutes les 10 minutes, ça me prendra 1 heure, je ferai mes 6 couches, mais au moins j'aurai des couches fines. Surtout ne pas faire de couches épaisses, parce que là ça va être la catastrophe pour décoller le scotch de marquage, la finition va être vraiment pas belle du tout. Donc pour la peinture, même chose, je m'éloigne un peu plus que d'habitude. Déjà parce que je connais pas cette peinture, donc je vais pas commencer tout près tout de suite. Et puis 2, pour la simple et bonne raison que je veux que ça soit une brume la plus fine possible qui vienne se déposer dessus. Je ne veux absolument pas que ça soit un gros pâté comme j'ai fait avec, alors j'ai pas fait un gros pâté, mais une couche épaisse comme j'ai fait avec la partie beige. Donc la bombe était neuve, elle est à peu près à 36 degrés maintenant. Un petit coup en l'air pour la chasser. Là, je sais pas si on l'entendra sur la vidéo, on sent que la pression est quand même plus forte. Et vous voyez, je passe rapidement. Donc là, je ne sais pas si on le verra, je prendrai une photo détaillée pour vous illustrer.
on voit très bien qu'en fait il me reste une toute petite ligne qui n'a pas pris la peinture le long du scotch, qui doit faire à peu près entre 1/10 et 1/15 de millimètre, ce qui veut dire que ma peinture n'est pas collée au scotch. Donc là, c'est malheureusement pas assez couvert, il me faudra sûrement 2 couches, ça c'est sûr, peut-être même une 3e, je verrai bien, mais là je ne touche plus, même si c'est pas intégralement couvert. Pourquoi? Pour pas venir combler cette petite ligne, pour pas que la peinture vienne adhérer à mon scotch. Et je vais faire la même chose du coup sur cette pièce-là, même technique, toujours peindre pour pas que la peinture s'accumule le long du scotch. Là ça va être plus compliqué parce qu'il va falloir que je comble les sillons, donc je sais pas combien de couches il va me falloir, mais je sens que ça va être un petit peu galère à rentrer dans les sillons bien parfaitement. Alors contrairement à ce que je pensais, c'est l'avantage aussi d'avoir un peu chauffé la bombe, c'est que là, cette peinture là est très fine, elle est pulvérisée à plus grande vitesse qu'habituellement, et donc elle a tendance à bien rentrer dans le sillon, donc ça m'arrange beaucoup. Donc je n'oublie pas de faire le haut, bien évidemment. Alors je peux un peu plus insister sur la partie haute, ça gêne pas, je risque pas de combler mon sillon. Par contre la partie basse, il va falloir que je sois extrêmement délicat quand je vais venir la peindre. Alors là, c'est une peinture qui est extrêmement couvrante en plus, parce que je vois qu'elle prend tout de suite. Je vais pas avoir besoin de mettre beaucoup de couches, je pense. Là, je vais être extrêmement embêté pour peindre là, parce qu'il va falloir que je vienne peindre contre la peinture. Donc celle-là, je vais la faire vraiment par petits coups, et peut-être que j'aurai à passer plusieurs couches juste sur cette partie-là. Parce que si je viens peindre comme ça, je vais tout de suite coller ma peinture à mon scotch de marquage et je vais être extrêmement embêté. Tac, mon fil a touché au-dessus. Et là, j'en suis où? Là, je peux pas faire plus. Je suis déjà à la limite du scotch, ça touche. Donc, je vais pas pouvoir faire plus en bas. Donc, ça sera pour une deuxième couche tout à l'heure. Alors là, je vais t'embêter. Parce que mon fil va venir toucher. Alors c'est du fil rigide, ça je l'avais pas expliqué. C'est du fil rigide, ça me permet de lui imposer un angle pour pas qu'il vienne se coller sur le bord et me faire une trace. Donc voilà. Celle-ci, je vois que en haut, je vais pouvoir insister un peu plus. Par contre, sur la partie basse, évidemment, je peux pas insister, donc deuxième couche obligatoire. Et la même chose, j'ai mon fil qui vient toucher ce qu'il ne faisait pas avant, j'avais pris soin de faire attention. Est-ce que ça a touché? Non, j'ai de la chance, ça n'a pas touché, ça m'a pas fait de trace. Donc voilà, là je suis obligé d'attendre, donc comme d'hab, temps constructeur conseillé 10 minutes avant la deuxième couche, donc j'attends 10 minutes et on passe à la deuxième couche. Donc voilà, nos 10 minutes sont passées, ça fait à peu près 12 minutes, donc c'est correctement passé. J'ai bien rescoué ma peinture et j'ai bien fait attention de la remettre à 37 degrés, donc là je viens de la tester, elle est à 37,8. Et on va reprendre exactement la même chose pour la deuxième couche. Donc repasser un voile fin, toujours en faisant attention de ne pas venir coller notre peinture sur la bordure là où il y a le scotch. Et ensuite, je pense que, je vais vérifier, mais je pense que cette pièce elle sera terminée. Donc pour la suite de la vidéo, vous vous en rendez pas compte, c'est dans 30 secondes. Pour moi, il va falloir que j'attende 48 heures avant de passer à la suite parce que je ne peux plus masquer là-dessus pendant 48 heures. Je pense que je pourrais le faire au bout de 24 heures. J'ai déjà eu le problème une fois au bout de 24 heures d'une peinture qui s'est un tout petit peu décollée. Il a fallu que je recommence la pièce, je ne prends plus de risque et j'attends 48 heures. Le fabricant de la peinture annonce qu'au bout de 24 heures, on peut toucher, poncer, masquer. Personnellement, j'attends 48 heures parce que je me suis fait avoir une fois, je me ferai pas avoir deux fois. C'est beaucoup de temps de travail en plus. Et puis, c'est de la perte de peinture. Là, globalement,
pour faire cette pièce-là, avec une bombe comme ça, montée à 40 degrés, je bouffe beaucoup de peinture. Globalement, je vais pouvoir faire 2-3 pièces maximum comme ça. Donc ça revient vite cher en peinture si on s'amuse à devoir reponcer à chaque fois et perdre une bombe de peinture à chaque fois. Donc voilà, deuxième couche. Donc même chose, cette fois-ci, toujours comme j'avais dit, pas perpendiculairement. Alors ça posera énormément de problèmes, évidemment, avec les peintures, si vous voulez faire des masquages avec des peintures qui contiennent des poudres métallisées. Parce que vous allez avoir un aspect différent de si vous peignez à 45 degrés. L'objectif là, c'est que si vous êtes dans le cas là, il faudra faire extrêmement attention de garder toujours la même orientation pour avoir un effet homogène sur la partie métallisée. Ce qui va poser énormément de problèmes quand vous allez devoir peindre cette partie-là, puisque si vous peignez comme ça, vous allez avoir cette orientation pour la peinture. Vous venez peindre le dessus, il y en a qui vient se déposer comme ça, vous allez avoir une zone où il va y avoir une différence. Dans ce cas-là, si vous êtes confronté à ça, vous peignez d'abord toute votre pièce en métallisé, et puis seulement en bas, je ferai ma partie beige, si j'avais le problème qui se posait. J'aurais déjà tout peint en métallisé avant de faire la partie beige derrière. C'est aussi comme ça qu'on réfléchit à quelle couche de peinture on met en premier. C'est quelles vont être les difficultés qu'on va avoir pour la peinture et quelles sont les zones qui vont être le plus difficiles d'accès si on a des peintures de couleurs différentes. Évidemment, sur une pièce qui est entièrement unie, le problème ne se pose pas, on peint toujours perpendiculairement et basta. Donc deuxième couche. Donc là vraiment je suis pas mal, niveau couverture ça me convient tout à fait. Faut que je vois ce que ça donnera quand ça aura un peu séché. Donc si j'ai pas besoin d'une troisième couche, j'en reparle pas dans la vidéo. Mais si jamais il y a besoin d'une troisième couche, je reviens vérifier dans 15 minutes. Parce que la peinture aussi, elle a comme propriété, et ça le fait que sur quasiment toutes les peintures, c'est qu'à partir du moment où elle est dans la zone où on peut appliquer une deuxième couche, elle va avoir tendance à légèrement foncer. Parce qu'il y aura moins de solvant dedans, donc le solvant a tendance à un peu éclaircir les peintures. La peinture risque de changer un petit peu de couleur. Alors, sur ce type de peinture là, ça pose très peu de problèmes. Si je les mettais les deux comparés l'une à côté de l'autre, on voit déjà qu'il y a une toute petite différence de tonalité. Je ne sais pas si ça passera à la caméra. Ça se voyait mieux dans la partie un petit peu avant dans la vidéo, quand j'avais ma pièce qui était peinte en beige. La partie quand elle était fraîchement peinte, et quand je switch sur la scène suivante où la pièce est prête à être repeinte sur la deuxième couche, on voit qu'il y a une différence de tonalité. La même chose. Donc pour vérifier si j'ai besoin d'une troisième couche, il va falloir que j'attende qu'elle sèche un peu pour m'assurer que la peinture, en devenant plus fine par perte du solvant et en changeant de couleur, elle corresponde exactement à ce dont j'ai besoin, que j'ai pas de zone de peinture beige qui réapparaissent. Si c'est le cas, je passe une troisième couche. Si c'est pas le cas, là ça me convient bien, je ne prends pas le risque. Parce que là j'ai réussi à garder ma zone de délimitation sans jamais toucher le scotch. Je ne prends pas de risque, parce que passer une troisième couche par sécurité, c'est risquer aussi de venir empiéter sur le scotch, parce qu'à force d'accumulation d'épaisseur de peinture, forcément ça devient de plus en plus dur de ne pas atteindre le scotch avec la peinture. Donc c'est le risque pour moi de tout gâcher. Donc le mieux, c'est pas toujours, il faut pas toujours à chercher à faire mieux. Quand c'est bien et que ça nous convient, on s'arrête, parce que c'est là qu'on fait des bêtises en voulant faire mieux. Donc même chose pour cette pièce-là.
Alors cette pièce-là d'office, je sais déjà que j'aurais pas besoin de passer une troisième couche. Pour la simple et bonne raison que cette pièce-là, j'ai un peu plus insisté dessus, j'étais un tout petit poil plus proche. Malheureusement, là, je suis extrêmement limite. Je sais très bien qu'une troisième couche, ça passera pas sans laisser de traces. J'ai été obligé de faire ça, pourquoi si ça avait été une pièce comme ça, j'aurais fait plus loin et éventuellement j'en ai passé une troisième couche. Là, le problème c'est qu'il fallait que je comble les sillons. Et le problème c'est que si je me mets trop loin et que je pulvérise pas assez, mes sillons, je vais pouvoir passer 5-6 couches, ils seront toujours pas comblés. Donc malheureusement, là c'était la limitation technique. Celle-ci, je sais qu'elle sera bonne. Celle-ci, il faut que je vérifie parce que la couche est quand même fine. Donc il faut que je m'assure qu'il n'y ait pas besoin d'une troisième couche dessus. Donc voilà pour la partie bleue. Si jamais j'ai pas besoin de troisième couche, moi j'attends 48 heures complètes. Donc pour faire ma partie jaune que je ferai à l'aérographe. Donc là c'est séchage 48 heures, je ne pose pas de scotch de masquage sur une peinture qui a moins de 48 heures de séchage. Donc nous voici à 48 heures de séchage. Vous voyez, j'ai enfilé les gants parce que là les pièces j'ai fait bien attention de ne pas les toucher parce qu'on va directement peindre ma couche de jaune dessus. Donc je veux pas du tout qu'elle soit graissée pour pas avoir à renettoyer derrière. J'ai eu besoin au final de 2 couches fines sur cette pièce-ci et 2 couches qui étaient un tout petit peu plus épaisses sur cette pièce-ci. Les sillons sont pas parfaitement comblés jusqu'en bas, mais là c'est pas grave parce que je vais le faire à l'aérographe. C'est la partie qui va être peinte en jaune sur cette pièce-là. Donc c'est pas quelque chose qui va poser problème. Je fais mes masquages en off parce que je vais utiliser exactement la même technique que j'avais utilisée pour les masquages du bas. Les masquages du bas, je ne les touche pas, ils étaient en position correcte. La seule chose que j'ai fait attention, c'est de bien les réappuyer dans les angles parce qu'ils ont eu tendance avec la peinture qui a été posée dessus. La peinture s'est un petit peu rétractée, ça a décollé, ça a créé des petits ponts dans les angles. Donc je vais bien rappuyer mes angles pour pas me faire avoir. Et puis une fois que j'ai fait le masquage en off, on va passer donc du coup à la partie jaune qu'on va faire à l'aérographe. Alors on peut le faire soit à l'aérographe soit en bombe. Si on le fait en bombe, même technique que précédemment pour le bleu. À l'aérographe, je vais vous montrer technique un petit peu différente. Ça permettra de montrer autre chose aussi. Donc nous voilà prêts à peindre notre pièce en jaune. Le masquage, je l'ai fait donc exactement comme l'autre en prenant soin de mettre ma petite bande de scotch souple. Alors là j'ai été obligé de prendre des mesures pour m'assurer que ça soit bien parallèle, donc j'ai pris les 2 points aux extrémités et ensuite j'ai remesuré. Il a fallu que je redécolle plusieurs fois pour m'assurer que les 2 bandes soient parallèles et que ça soit propre, parce que le problème c'est que cette couleur jaune elle va être très vive sur le bleu et par rapport au beige, et donc forcément si on a des écarts qu'on n'est pas parfaitement parallèles, même de loin ça va se voir facilement. Pour la peinture, je vais utiliser un aérographe. Alors petit conseil pour les aérographes, si vous n'avez pas le budget pour un aérographe, faites-le à la bombe. Clairement, faites-le à la bombe. Un aérographe potable pour faire de la peinture potable, ça coûte cher. Ça sert à rien de prendre du bas de gamme. Un aérographe bas de gamme, ça va se boucher tout le temps. Ça va faire des postillons, ça va faire des peintures sales. Vous allez avoir un rendu et une finition qui vont être vraiment pas propres. Vous aurez un 10 000 fois meilleur résultat en utilisant de la peinture à la bombe qu'en utilisant un aérographe de mauvaise qualité. Moi, si j'utilise des aérographes, c'est parce que je fais aussi de la miniature, j'ai fait aussi plusieurs props. Donc j'ai investi dans un aérographe haut de gamme. Un aérographe de bonne gamme, ça coûte déjà cher. Avec le compresseur qui va avec, il y a beaucoup de choses. Il y a les peintures, le compresseur, il faut des pinceaux, il faut les outils pour les nettoyer. Donc ça représente un gros budget. C'est le même budget quasiment qu'une imprimante 3D complète pour avoir un bon aérographe et puis le matériel qui va avec. Donc clairement, si vous n'avez pas le budget pour un aérographe, ou alors si vous ne comptez utiliser l'aérographe que pour un seul projet, celui-ci, passez votre chemin, faites-le à la bombe, vous ferez vraiment une grosse économie d'argent parce que c'est du matériel. Si vous achetez du bas de gamme, ça ne marchera pas. Si vous achetez du très haut de gamme et que vous l'utilisez qu'une fois, ça ne vous serait pas rentable. Et ça se revend très très mal sur le marché de l'occasion parce que c'est un objet qui a besoin d'être entretenu, qui s'abîme très vite. Personnellement, je ne prendrais pas le risque d'en acheter un d'occasion à part à une connaissance éventuelle que j'aurais qui ferait de l'aérographe. Malheureusement, j'en ai pas. Donc pour mon jaune, on va utiliser cette peinture là, acrylique polyuréthane. C'est exactement la même chose que les peintures en bombe, on homogénéise bien. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'en fait je vais utiliser mon jaune pour peindre mes 2 pièces. Alors la peinture là, elle n'est pas suffisamment fluide pour être pulvérisé à l'aérographe directement, si ça risque de faire des salissures un peu épaisses. Donc ce que je fais,
c'est que cette peinture-là, je vais la dissoudre avec mon alcool isopropylique à 99%. Histoire de la rendre un peu plus fluide. Et pourquoi l'alcool? Parce que quand je vais pulvériser, l'alcool va avoir tendance à faire sécher la peinture très rapidement. Ça évitera qu'elle coule sur sur ma pièce en fait. Alors pour avoir une peinture sur cette buse là, il faut globalement que j'ai un espèce d'aspect, si vous connaissez les antibiotiques pour gosses qu'on dilue dans l'eau, c'est exactement cette épaisseur là qu'il me faut. Sinon ce qu'on pourrait prendre le plus proche, c'est du lait, mais du lait entier en fait, pas du lait demi-écrémé comme on trouve beaucoup en magasin, vraiment du lait entier. Un tout petit peu plus épais que du lait entier, c'est vraiment pas mal. Je mélange avec un pinceau pour bien homogénéiser. Et ce pinceau là, je le laisse tout de suite, je le remets dans l'eau pour éviter que ma peinture polyuréthane sèche en fait sur la pointe du pinceau, parce que le problème de la peinture polyuréthane, c'est qu'elle est soluble à l'eau, mais une fois sèche, l'eau ne va plus la diluer. J'allume mon compresseur. Alors je fais déjà test sur papier en fait pour bien vidanger ma buse si elle a mal été nettoyée avant. Alors j'en prends soin de mon aérographe, je le nettoie bien, mais ça arrive parfois qu'il reste un petit peu de poussière ou qu'en début de pulvérisation ça fasse des petits postillons. Et en fait là clairement je vais pulvériser pas fort, donc j'ai une petite purge sur mon appareil qui va me permettre de pulvériser des couches fines. Voilà. Donc l'aérographe, comment ça s'utilise en couche très fine, on voit à peine un voile. C'est beaucoup plus fin que la peinture en bombe en fait, hein. Donc la couche est beaucoup plus fine, on le voit beaucoup moins. Et comme c'est des peintures qui sont à base d'eau, ça va avoir tendance à aussi moins sécher vite. Le gros avantage, c'est que là, si je fais une petite erreur, alors je dis bien une petite, hein, parce que s'il y a une grosse coulure bien sale, ça va être extrêmement compliqué de récupérer le coup. Mais là, si je fais une petite erreur, j'ai la possibilité, c'est pour ça que j'ai mon papier à disposition, j'ai la possibilité tout de suite de venir repasser de l'eau dessus pour essayer d'en enlever un maximum. Donc je peins exactement comme avec ma bombe, hein, je ne suis pas perpendiculaire, je m'arrange pour que mes zones de scotch, je vais les prendre de biais pour éviter que la peinture glisse trop en dessous. Surtout que l'aérographe, quand on pulvérise de plus près, ça va avoir tendance à beaucoup plus facilement glisser sous les masquages. Donc là, c'est extrêmement important d'avoir des masquages qui soient hyper bien finis et qu'il n'y ait pas de décollement, parce que sinon vous allez avoir des gros soucis. L'avantage de l'aérographe par rapport à la bombe, c'est que ça me permet d'être beaucoup plus précis en fait, dans le sens où ma zone de peinture est très fine. Donc je vais pouvoir peindre très épais jusqu'à très proche du scotch de masquage sans souci. Chose que je ne pouvais pas faire à la bombe, j'étais toujours obligé de garder une grosse distance pour pas être embêté. Le petit défaut que ça a, c'est que ça va nécessiter, pour faire de la peinture pleine comme ça, de passer de très nombreuses couches. C'est beaucoup plus long qu'à la peinture à la bombe, donc je vais accélérer le processus dès que j'ai fini pour les explications. Et là je suis en train de faire des bêtises en plus parce que je fais pas attention, je suis en train d'expliquer les choses en même temps, donc j'ai pas pris le bon angle sur mon scotch de marquage. Mais c'est beaucoup plus long. L'avantage c'est qu'on est bien plus précis, donc c'est le deal en fait, hein, malheureusement. Alors par contre l'aérographe ça peut être très utile dans des étapes de weathering par exemple. Alors vous verrez que je fais très peu de choses à l'aérographe au weathering parce que c'est très rapidement, c'est pas naturel en fait. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui colle pas. C'est pas assez aléatoire l'aérographe. Mais ça peut servir un petit peu pour démarrer en fait le weathering. On verra ça dans l'épisode suivant sur le weathering et puis le vernissage. J'expliquerai aussi toutes les techniques, les différentes méthodes qu'on pourra utiliser pour le vernis et le weathering, parce qu'on n'est pas obligé de vernir l'armure. Moi je le fais systématiquement parce que c'est ce qui me plaît le plus, mais il y a d'autres techniques, j'essaierai de les expliquer si j'oublie pas.
Donc voilà, l'avantage c'est que là je peux passer beaucoup de fines couches, ça sèche très vite avec, avec l'alcool. Donc je vais très rapidement pouvoir masquer ma pièce et j'aurai besoin de le faire en une seule étape entre guillemets. Alors je passe pas plusieurs fois au même endroit, je viens toujours avancer sur ma pièce pour éviter de passer des trop grosses épaisseurs d'un coup parce que la peinture a beau s'évaporer vite avec l'alcool. Si je passe 3, 4, 5 fois au même endroit, je vais vite avoir des aspects de coulure pas propre. Donc là, comme on le voit, ça commence à couvrir. Ouais, c'est super si je colle mon papier. Ça commence à couvrir, mais il va falloir y aller hein, au niveau des couches pour masquer complètement. C'est le défaut que j'ai, c'est que malheureusement le jaune sur le bleu, pour bien masquer le bleu, il va falloir insister. Ça aurait été plus pratique dans l'autre sens. Malheureusement, les compatibilités de peinture, comme j'avais expliqué, ne me permettaient pas de le faire. Sinon, j'aurais eu décollement de peinture, ça aurait été la cata. Alors mes premières couches, je les fais très fines et je passe très lentement. Je diminue la pression dans mon aérographe volontairement. Pour la simple raison que les premières couches, comme c'est pas une peinture qui est facilement compatible, elle a tendance à mal adhérer dessus. Là maintenant j'ai mes premières couches qui sont passées et là elles sont prêtes à être repeintes en fait tout de suite. Donc là je vais pouvoir augmenter la pression de mon aérographe et je vais pouvoir insister un peu plus franchement sur les couches suivantes. Donc j'accélère pour la partie, pour la suite de la vidéo parce que là je vais simplement passer plusieurs couches comme ça en boucle. Et puis on se retrouve à la fin de l'accélération pour la partie jaune terminée. Donc voilà, les peintures ont été terminées. Il m'aura fallu en tout 5 couches pour réussir à correctement couvrir. Donc c'est sûr que si ça avait été à la bombe, ça aurait été plus facile. Là, c'était pour montrer une autre technique. Et puis c'est parce que le jaune, je l'avais en peinture aérographe. Donc je vais décoller mes scotch de marquage. Alors pour décoller les scotch, l'important, c'est en fait de faire doucement. Il ne faut pas les décoller comme un sauvage. C'est vraiment la chose importante pour pas décoller la peinture. Pour bien les décoller, en fait, on va pas les tirer parallèles à la ligne, on va les tirer légèrement de biais. Ma ligne étant... Alors, il faut que je me recentre sur ma caméra. Ma ligne étant comme ça, je vais les retirer en tirant comme ça, pour éviter de venir trop tirer sur la peinture. Donc là, je les décolle tout doucement. Parce que si je les décolle trop rapidement, je risque d'arracher ma peinture en fait. Là, la colle, ça lui laisse le temps de se décoller. C'est exactement la même technique que retirer une étiquette sur un produit d'emballage en fait. Si on la retire doucement, en général, on arrive à la retirer correctement. Si on la tire d'un coup, on la déchire et puis on va avoir tendance à décoller du coup ce qu'il y a en dessous, donc là, la peinture. Donc voilà, je vais décoller tout doucement. Est-ce que j'arrive à zoomer ? Tout doucement le long de ma ligne. Donc
très important de ne pas y aller trop vite. Si besoin, parce que là par exemple j'ai du mal à retirer l'angle. Difficile parce que je suis à l'envers par rapport à la caméra. Cet angle-là, j'ai du mal à le retirer, donc là ça va. Mais si on a trop de mal, il ne faut pas hésiter à couper et puis à reprendre un autre bout sur le scotch de marquage. Hop. Donc toujours bien le tirer de biais. Vraiment la force que j'applique, elle vient comme ça en fait. Hein. Pour tirer, je ne viens pas tirer comme ça, mais vraiment vers là. Et tout doucement jusqu'au bout. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors est-ce que j'arrive à faire voilà ce que j'obtiens. La ligne elle est vraiment super propre. Je touche pas encore la peinture parce que je l'ai pas dit. Là la peinture, la dernière couche, je l'ai passée il y a 25 minutes. Donc ma peinture elle n'est pas encore là, elle ne colle plus au toucher. Mais par contre si je viens mettre un coup d'ongle dedans, je vais faire vraiment une grosse trace parce qu'elle est encore tendre. Et elle est plus liquide. Elle est vraiment, oui, tendre, souple. C'est l'idéal pour décoller les scotch de marquage. C'est vraiment à ce moment-là, en fait. La peinture va se découper proprement le long de sa ligne de pose. Il ne faut pas le faire trop tôt. Alors, si vous n'avez pas l'habitude et que vous voulez tester, faites-le sur des chutes avant de le faire sur votre pièce définitive. Mais il faut, si vous voulez que la ligne de découpe soit propre, faites-le quand la peinture est tendre, parce que si jamais ça tire un tout petit peu sur la peinture, parce qu'il y a un chevauchement sur votre scotch de marquage, vous allez en fait découper le long, et la peinture va légèrement s'étirer, se découper le long. Si vous avez du chevauchement de peinture sur le scotch de marquage, que votre peinture est ultra dure, le problème c'est qu'elle va être cassante, et ça va casser, ça va pas faire de belles lignes droites, ça va casser en cranté, et donc vous aurez une ligne qui sera pas forcément super propre. Décollage du deuxième scotch, donc même chose, je ne tire pas parallèle à ma ligne comme ça, je vais tirer de biais comme ça. Vraiment pour partir en m'éloignant à peu près à 40 degrés de la ligne qui démarque le scotch de la peinture. Et comme d'hab, j'y vais tout doucement, je dois pas entendre alors ça s'entend un petit peu quand on a l'habitude aussi, je dois pas entendre la colle se décoller du scotch, elle doit se décoller de la pièce tout doucement, sans tirer et sans se décoller du scotch de marquage. Donc voilà pour ma première pièce. Je vais la laisser sur le côté vertical. Je ne vais pas la poser sur la tranche encore parce qu'elle est, comme je vous ai dit, elle n'est pas tout à fait sèche. Je vais faire le deuxième, donc exactement la même chose. Je peux commencer par le bout pour défaire la partie que j'avais fait bordante parce que j'avais bien couvert à l'intérieur, sinon ça va me déranger pour défaire le scotch sur cette zone là. Alors le bout, je peux le décoller un peu plus vite, hein, la zone qui n'est pas bordante sur le jaune, parce que cette peinture là je sais déjà qu'elle est plus solide, qu'elle avait correctement séché, elle est plus tendre celle-là. C'est vraiment ma peinture jaune qui est encore très fragile. Donc hop, là je décolle. Vous voyez, j'ai mes petits... je ne sais pas si on voit bien, j'ai mon petit bout de papier là qui était dans le sillon, qui est resté collé. Donc j'ai un peu de peinture jaune au bout, mais ça a bien fonctionné. J'ai pas de jaune qui est venu se glisser dans le sillon. Alors pour l'autre, ben voilà, mon petit bout de papier est resté coincé dans le sillon, donc je le retirerai délicatement avec un bistouri. Et là pareil, hein, je tire pas de cette façon-là. Je vais tirer de biais comme ça, pour l'éloigner de ma ligne jaune, vraiment avec cet angle-là. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour ne pas faire de cran dans la peinture. Et là on voit, j'ai un... Alors ça fait un 20e de millimètre et j'ai un tout petit cran qui s'est créé. Parce que là, ma peinture, elle est déjà presque trop sèche en fait. Donc vraiment, sur cette peinture-là, l'idéal pour moi, c'est 20 minutes. Là, j'ai peut-être attendu 25 minutes.
Si j'avais fait ça sur la peinture qui durcit, que je peux repeindre en 10 minutes, je l'aurais fait au bout de entre 12 et 15 minutes. Celle-là, j'ai l'habitude de le faire dessus. C'est vrai que celle-là, j'ai un peu moins l'habitude, je l'utilise beaucoup moins parce que c'est quand même beaucoup moins pratique de faire des surfaces comme ça à l'aérographe que de le faire à la bombe. Mais ça fonctionne quand même très bien. Donc là, ma ligne, elle est vraiment propre. Je suis content, j'ai pas eu de peinture qui est venue déborder sous mon scotch de marquage. Ça arrive parfois, hein. Même quand on fait attention, ça peut arriver. Si ça doit vous arriver, vous laissez correctement sécher votre peinture. Et avec le fil du bistouri, vous venez gratter un tout petit peu la peinture, juste pour user la petite couche, parce qu'en plus la couche qui se glisse sous le scotch en général elle est très fine. Donc juste pour user la petite couche qui est venue se glisser sous le scotch, sans trop attaquer la peinture en dessous, ce qui fait que je pourrais enlever le jaune et garder du bleu. Et de toute façon, comme je vais vernir, comme il va y avoir un weathering après, ça n'aurait pas gêné, ça se serait pas forcément vu. Alors c'est vrai que si c'était notre peinture définitive, qu'on ne veut pas la vernir et qu'on doit la laisser nue sans faire de weathering dessus, ça se voit, hein. Clairement, ça fait une petite zone qui est un peu plus opaque. Mais si on n'a pas besoin de la laisser brute comme ça, la peinture, si c'est pas la dernière couche sans vernis, on peut rectifier. Le vernis, de toute façon, viendra cacher ce côté un petit peu matifié de la peinture. Alors là, j'ai un petit problème, c'est que mon scotch, il adhère beaucoup trop. C'est le problème du scotch de marquage, c'est pour ça que je vous disais qu'il faut vraiment laisser durcir très longtemps vos peintures avant de décoller la zone sur laquelle il est collé. Alors c'est peut-être un petit peu confus, mais la zone qui n'est pas masquée doit être tendre. La zone qui est masquée, je l'avais bien expliqué, hein, pas de masquage avant 48 heures, parce que là mon scotch il adhère énormément. Alors c'est très bien, hein, ça évite que la peinture vienne se glisser en dessous. En même temps, c'est problématique dans le sens où si ma peinture n'était pas suffisamment sèche, là j'aurais tout décollé. Hein. Clairement, vu la force que j'ai été obligé de mettre pour défaire le scotch. Et puis voilà, bon, bah, je retire ma dernière ligne, donc là je vais bien vous montrer. Hein, je ne tire pas, si j'arrive à l'attraper, je ne tire pas parallèlement à ma ligne jaune. Je vais tirer de biais comme ça vers là. Et doucement. Là je pourrais aller beaucoup plus vite, ça gênerait pas, le scotch il n'adhérerait pas. Mais par contre là ça me permet de faire une belle découpe sur ma ligne. Comme elle est encore tendre, ça me fait une découpe très propre. Si je tirais d'un coup sec, je risquerais de décoller des zones que je ne désire pas enlever. Voilà, ça va être la zone la plus critique, j'espère que ça s'est pas loupé. Alors là j'ai été un petit peu trop chevauchant, clairement. Je le vois tout de suite à l'œil. Sur cette partie-là, j'ai une petite bordure. Donc je vais la laisser sécher correctement. Et je verrai si je la gratte au bistouri ou si je la laisse comme ça pour la dernière fois que la peinture sera correctement durcie. Mon papier qui a bien collé dans les siennes. En tout cas, les petits sillons de décoration n'ont pas pris la peinture. Donc voilà la pièce. J'espère que j'aurai un focus parfait dessus. Donc voilà, des lignes bien propres. Donc il ne me reste plus qu'à laisser vraiment durcir cette peinture pendant... comme toutes mes peintures, je vais la laisser 48 heures. Donc voilà les deux pièces côte à côte. Je peux pas les monter entre elles parce que sinon je vais les rayer là. Je montrerai dans l'épisode suivant, l'épisode sur le vernissage, je remontrerai ce que ça donne une fois que c'est monté. De toute façon, prochain épisode, on va faire le vernissage. Donc ça sera très rapide, hein. L'objectif ça va être de couvrir toute cette peinture
Moi, c'est la technique que j'utilise, j'expliquerai tout au moment là. Moi, je vais couvrir toute cette peinture, donc je vais donner un aspect à l'armure comme si elle était toute neuve, vraiment belle, propre, avec un vernis qui va venir protéger ma peinture et qui va être un vernis bicomposant, donc qui protégera et des rayures parce qu'il va être très solide, et de tout ce qui va être produits chimiques, graisse, peinture. L'avantage, c'est que ce vernis, je vais pouvoir le nettoyer à l'alcool à 99% sans l'altérer du tout. Ce qui fait que si mon armure est sale, je peux la nettoyer. Si mon weathering ne me plaît plus à un moment, je peux entièrement le nettoyer à l'alcool, retrouver cet aspect d'armure neuve et refaire un weathering qui me plaira plus. Donc voilà, pour ces pièces-là. Donc dans cet épisode, on est parti d'une pièce qui était de couleur unie, comme ça, en équivalence, pour en arriver à une pièce qui était peinte avec le masquage. Donc cette pièce-là, elle fera partie du prochain épisode comme cette pièce-là. J'aurai aussi le plastron puisque j'avais fait plusieurs pièces à l'avance. Quand je fais le vernissage, les bombes, je suis obligé de les vider entièrement dans les 24 heures. Donc c'est vrai que pour la partie vernissage, j'ai tendance à mettre plusieurs pièces de côté pour m'assurer d'avoir entièrement vidé la bombe et pas perdre une partie de la bombe qui va durcir dans la bombe, puisque ce sont des vernis bicomposants qui vont être percutés 24 heures d'utilisation après percussion. Donc ça, j'aurai pas trop le choix. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous avez appris encore plein de choses sur la peinture. Je vous retrouve la prochaine fois pour l'épisode sur le vernissage. Ça durera pas longtemps et on va faire la partie vraiment la plus intéressante. On va faire la partie weathering, donc c'est-à-dire la finition, l'aspect sali, l'aspect sortie de bataille. Donc ça sera l'épisode 6. Je vous dis à bientôt et on se voit dans le prochain épisode.